Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milon, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Corentin Cadieux, il est cofondateur de Whip. Comment vas-tu, Corentin? Hello Romain, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien, ravi d'être là et ravi de parler de Whip aujourd'hui. Alors sans attendre, je te propose d'y aller. Raconte-nous ton parcours et ce que tu faisais avant de rejoindre la blockchain et le Web3. Si on monte un petit peu, du coup j'ai passé mon enfance entre Londres et la banlieue parisienne où j'ai passé la majorité de mon enfance. À l'école, c'est toujours plutôt très bien passé pour moi. Je pourrais dire sans faire de finger pointing, je pourrais dire comme beaucoup d'auto-entrepreneurs sur les podcasts que c'était finger in the noise, qu'il n'y avait pas besoin de travailler, que c'était le Club Med. Euh, j'ai tout de suite été un gros bosseur. J'ai un frère jumeau, donc on a été plusieurs années dans la même classe, donc je peux me comparer par rapport à la charge de travail que lui effectuait. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été un gros bosseur. Quand un topic m'intéressait, quand il y avait un devoir maison à rendre ou autre, j'aimais faire les choses de manière assez soignée. Je pense que ça m'a défini assez tôt. Et autre chose, c'est que bon, j'ai eu une scolarité très très équilibrée. J'avais un très bon groupe de potes. Je faisais beaucoup de sport. Mais assez tôt, j'ai eu un besoin d'être profondément inspiré par des gens qui me parlaient. À l'époque, c'était les scientifiques. Et du coup, j'allais déjà régulièrement au lycée, au CEA Saclay, donc à côté de chez mes parents, écouter des conférences de chercheurs qui bossaient sur Hubble à l'époque, des cosmonautes ou des gens qui travaillaient au CERN. La scolarité s'est bien passée. Après le lycée, c'est tout naturellement étant attiré par les matières scientifiques, étant un gros bosseur, que je me dirige vers une prépa maths P, donc qui prépare aux écoles d'ingé. Donc les 2 années se passent plutôt très bien. La seule différence notable par rapport au cycle primaire, c'est peut-être que en prépa la moyenne dégringole de moitié, mais bon ça c'est plutôt normal, plutôt standard. Donc les 2 années se passent très bien. À la fin de ma maths P, je remarque assez tôt que mes potes qui partent en école d'ingé, même s'ils partent dans de très bonnes écoles, ils partent dans des écoles qui sont assez spécialisées finalement en mécanique des fluides, en BTP, et moi ça me parle pas trop. Je sais que c'est pas ce que je veux faire. À côté de ça, là où j'étais très inspiré du coup par des scientifiques, comme je disais à l'époque, entre-temps, l'industrie et notamment l'aérospatiale a pas mal évolué. Et là où les décideurs et les gens vraiment qui faisaient la pluie et le beau temps en industrie étaient des scientifiques, c'est rapidement devenu des moguls et des entrepreneurs. Je pense notamment à Richard Branson ou Musk qui commençait à se faire connaître à l'époque. Et du coup, mon focus, il s'est plus porté sur cette vision business de ces entrepreneurs-là qui changeaient le monde, également l'industrie. Et donc, j'ai décidé de redoubler ma maths P pour faire une troisième année et pour passer les concours d'école de commerce. Et du coup, on était 3-4 par chambre dans cet internat-là. J'avais vraiment besoin de me focus et d'être dans ma bulle. Il se trouve qu'en maths P, la seule chose qu'on n'apprend pas en mathématiques, c'est les probas. Et il se trouve que c'est la seule chose dont on a besoin quand on passe des concours d'école de commerce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'internat, il y avait un local pour la femme de ménage qui faisait à peu près 10 mètres carrés. Et j'ai fait un deal avec la femme de ménage. J'en ai fait mon bureau et ma chambre pendant un an. Et j'ai charbonné dans ma bulle tout seul. J'ai quitté les cours 3 mois avant la fin de la prépa pour passer les concours de l'école de commerce. Et ça s'est très bien passé pour moi vu que j'ai fini à Neoma à Rouen, qui est une école du top 10. Donc j'arrive à Neoma et là où on se dit après 3 ans de prépa, on aimerait bien maintenant profiter, sortir un peu la tête des bouquins et bosser sur ses soft skills. Malheureusement, moi qui n'ai jamais été malade, j'ai eu une méningoencéphalite, donc une infection du cerveau à l'époque. Donc ça m'a un peu flingué mon début d'école de commerce. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et ensuite les groupes de potes c'était déjà un petit peu fait. Donc je reviens en école. Je me fais un groupe de potes très rapidement tout de même, qui est un très bon groupe de potes encore aujourd'hui. Mais ce que ça a changé en moi à ce moment-là, c'est que j'ai vraiment mesuré, comme tous les gens qui ont des maladies graves ou des accidents, la valeur de la vie. Et moi qui avais besoin d'être enlighté et inspiré déjà par des entrepreneurs notamment, à partir de ce moment-là, en tant qu'individu, je me suis vraiment dit, OK, comment est-ce que je peux avoir le plus d'impact possible dans ma vie? Comment est-ce que je peux donner la meilleure version de moi-même? Depuis, j'ai pas arrêté de me challenger. J'ai été
accro au challenge et que ce soit dans le boulot ou dans les expériences perso. Et c'est pour ça que au moment du choix de l'université, de l'échange universitaire en troisième année, plutôt que partir dans une Ivy League à Trinity College à Dublin ou autre pour parfaire mon CV, je suis parti dans le grenier à blé de l'Inde, dans le Madhya Pradesh, et en fait j'ai pris 3 cours seulement en présentiel sur le campus. Tout le reste du temps, j'étais sur les routes du nord de l'Inde au sud de l'Inde. Et j'ai signé assez tôt en fait une promesse de CDI chez Deloitte, qui est un cabinet de conseil, dès la deuxième année d'école. Et je commençais en janvier 2018. Et je me suis dit, ok, toujours dans cette perspective d'être challengé et d'apprendre sur moi-même, je me suis lancé un petit challenge. En novembre 2018, je suis allé acheter une moto à Katmandou. Et je suis allé tout seul jusqu'à la frontière avec le Tibet, en dormant dans des fermes, en rencontrant tout un tas de personnes. Donc ça a été une expérience qui m'a aussi pas mal défini en tant qu'individu, qui a fait comprendre pas mal de choses sur moi-même et sur ce que j'aimerais faire plus tard. Et à ce moment-là, la dimension, je suivais encore plus d'entrepreneurs. La dimension, voilà, je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat plus tard. Je savais également que passer par la finance était un bon moyen pour moi d'être auprès de décideurs rapidement et d'évoluer très rapidement, de me faire une certaine image. Et du coup, je reviens de ce trip-là. Je commence chez Deloitte en transformation finance. Donc, j'accompagnais des directions financières sur leurs problématiques stratégiques et opérationnelles. Je suis très vite repéré chez Deloitte. Ils me proposent une mission de 7 mois à Bucarest, parce que Deloitte n'avait pas encore de tour en Roumanie. Et ils ont acheté un mini gratte-ciel, un petit immeuble. Et l'idée du job, et de la mission, c'était de partir à Bucarest avec 20 jeunes qui avaient le même grade que moi et qui venaient d'autres pays européens, plus Dubaï, Canada, Turquie. Et donc c'était un peu un Erasmus. On est parti à 20 et on a dû recruter tous les gens dans la tour. Donc on gérait chacun 8 à 10 collaborateurs. Et l'idée, c'était quand on part au bout des 7 mois, que la tour soit complètement opérationnelle sans les expatriés. J'ai adoré cette expérience, ça m'a conforté dans mon choix de faire l'entrepreneuriat plus tard. C'était vraiment une expérience un peu intrapreneuriale slash entrepreneuriale, et la gestion de projet comme ça m'a beaucoup parlé. En parallèle, pour parfaire encore plus mon CV à l'époque, en plus de ma mission chez Deloitte en Roumanie, j'ai fait une année à HEC. Mon professeur, c'était Pascal Kéry, donc le co-écrivain du Vernimen, qui est la Bible en finance d'entreprise. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et je suis rentré avec le premier confinement en France de ma mission à Bucarest. Et là, je me suis dit, OK, j'ai vu ce que c'était la gestion d'un projet financier, j'ai vu ce que c'était de travailler avec des gros dirigeants du CAC 40 sur des sujets financiers. J'ai envie d'être dans le cœur du réacteur pour me challenger encore plus. Et du coup, je suis parti en M&A chez EY, premièrement sur des tailles de deal de plus de 500 millions de dollars. Et très rapidement, j'ai eu envie en fait de comprendre, de voir la vision globale d'un deal, de toujours être inspiré par ces entrepreneurs et de prendre un maximum de leur part, sachant que j'allais faire le switch sous peu. Et ils m'ont tous dit unanimement. Donc je suis allé en small et mid cap, pardon, où j'ai travaillé sur des deals entre 50 et 300 millions de dollars. Et tous unanimement, ils m'ont dit, Corentin, t'as fait 4 ans et demi, t'as déjà un beau CV, t'es légitime à lancer ton entreprise, et la meilleure façon de commencer, c'est de se lancer. Et c'est pour ça que 9 mois plus tard, en janvier 2022, on a lancé WIP avec mes deux associés. Ok, c'est hyper intéressant ton parcours en tout cas. Merci beaucoup. Il y a quelques anecdotes en plus, je trouve, qui sont assez marrantes, notamment avec la femme de ménage. Alors, tu as un parcours, on va dire, en début de carrière plutôt conventionnel, effectivement, dans des gros cabinets, des Big Four. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le secteur de la blockchain et du Web3, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y travailler et de te lancer? Je suis arrivé assez tôt dans le secteur de la blockchain en 2016, janvier 2016. Premièrement à titre voilà spéculatif, investissement perso. Puis petit à petit, je me suis, comme on dit, j'ai dig down the rabbit hole, comme on dit. Et Mhm. j'étais d'abord là pour la spéculatif, et puis ensuite j'étais plus là pour la tech, for the tech, comme les gens du Web 3 disent. Et du coup, je me suis pris de passion pour cet univers depuis 6 ans, en m'impliquant de plus en plus, en devenant contributeur de DAO notamment, de projets. Donc voilà, une curiosité qui au début me prenait 1 à 2 heures par semaine. Quand j'étais chez EY et chez Deloitte, je passais 2 heures par jour entre les différents DAO où j'étais contributeur, et voilà les différents investissements que je pouvais faire. Donc
Donc, je pense que mon intérêt, il s'est fait graduellement, progressivement, et plus je me suis enfoncé, et plus j'ai rencontré des personnes du Web3, plus j'ai envie de prendre part à cet univers-là. Tu dirais que c'est quoi le déclic vraiment qui fait que là, en début d'année, tu te dis ça y est, je me lance avec mes cofondateurs, on y va sur Whip. C'est quoi vraiment le truc qui te fait basculer et te dire ça y est, j'arrête le cab et je me lance dans mon projet? Bon, premièrement, avec moi et mes deux cofondateurs, on est amis d'enfance depuis plus de 20 ans. On s'est un peu perdu de vue pendant nos études supérieures. Il y en a un qui est parti du coup à l'Imperial College à Londres et l'autre à McGill au Canada. Donc on a chacun fait notre vie, notre corporate life, et on est toujours resté en contact essentiellement sur les sujets Web 3. Et en janvier, on arrivait chacun à un stade de notre carrière où on pensait avoir vu ce qu'il y avait à voir, même si on n'était pas, voilà, il y a toujours des choses à apprendre dans notre travail, mais on avait vu la prouesse qu'il y avait à voir. On pensait que c'était un bon moment pour se lancer, de faire le switch de full time en Web 3, et au-delà de ça, c'est vrai que ça faisait un moment que le revenu était essentiellement basé sur ce qu'on faisait sur la blockchain, et donc pour nous, ça avait du sens et on passait de plus en plus de temps à ça. Donc pour nous, ça avait du sens de faire le full switch en janvier, quoi. Tu pourrais nous dire alors en quoi consiste Whip et finalement à quel point de douleur ou à quelle problématique vous répondez avec Whip? Ouais, oui, bah c'est un point de douleur que nous on a pu apercevoir assez tôt. C'est que dans les DAO, donc dans les organisations décentralisées, il y a 1% seulement des governance token holders, donc des membres des DAO qui participent activement à la vie du DAO. Donc si on prend un exemple, Uniswap, c'est 330 000 token holders. Il y a 3000 personnes seulement qui participent activement à la vie d'Uniswap aujourd'hui. Ce qui fait que les DAO, qui sont pour moi le futur des organisations, qui sont là pour organiser l'Internet, c'est un modèle un peu défaillant aujourd'hui, qui pèse quand même 10 milliards de dollars, mais qui a du mal à s'entériner et à s'implémenter vraiment parce les gens ont du mal à être incentivés. Et du coup, Whip est né de vraiment ce constat qu'on a tous fait depuis 2016 avec The DAO dès 2016. Et voilà, l'objectif de Whip, c'est d'incentiver vraiment les communautés, que ce soit DAO ou de projets NFT, pour créer de la valeur par l'intelligence collective, quoi, la wisdom of crowd. Du coup, comment votre solution répond à ça? Comment vous faites pour justement inciter les holders de tokens à venir s'impliquer justement dans le fonctionnement de la DAO? Est-ce que c'est via de la gamification? Bon, incentivation, t'en as parlé avec, j'imagine, peut-être des mécanismes ou via rewarder en fonction de l'implication qu'on a. Est-ce que tu peux nous décrire finalement, voilà, concrètement, comment ça marche? Alors le projet est relativement jeune, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses dans les cartons, mais voilà, c'est quoi votre vision et comment concrètement vous allez faire pour davantage impliquer les gens? Alors, donc déjà pour le produit, nous on n'aime pas le mot métaverse, mais on a un monde en 2D où chaque membre de DAO, chaque contributeur DAO apparaît sous la forme d'un avatar. Donc il y a déjà la version bêta qui est live. Quand les gens arrivent sur Whip, c'est un monde en 2D pixelisé, un peu à la Zelda ou à la Pokémon. Ça permet des interactions très rapidement entre les membres des DAO. Donc ça, c'est l'espace public. Et ensuite, chaque DAO a une petite maison qui est loquée ou par le token du DAO ou par le NFT du DAO, ou ça peut être un mot de passe à 4 ou 6 chiffres. Et au sein de ces maisons, ce sont toutes les communautés des DAO qui travaillent toute la journée dans Whip. Et donc, on les aide sur 4 axes. Le premier axe, c'est awareness. Donc, on apporte de la compréhension de ce que fait vraiment le projet aux membres contributeurs du DAO, de l'acquisition. Donc, quand les gens entrent dans cette maison-là, s'ils veulent contribuer au DAO, ils ont plein de Google Docs pour le faire, suivant s'ils veulent être développeurs pour le DAO, s'ils veulent aider sur des aspects marketing ou plus financiers. Donc on aide les DAO à recruter les personnes dont ils ont vraiment besoin. On active du coup ces contributeurs-là, et après rétention, vu que appartenir à cette maison-là qui a
qui a l'image du DAO, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont en forme de mochi, il y a des maisons qui sont en forme de citadelle ou autre. La maison correspond vraiment à l'identité graphique du DAO. On crée de la rétention puisque chaque membre au sein de ces maisons peuvent se rencontrer toute la journée, que ce soit en call avec des micros ou en visio, échanger ensemble, se airdrop des tokens si jamais il y en a qui ont des propositions de valeur et qui veulent incentiver leurs membres. Et du coup, on crée de la rétention des communautés au sein des DAO de cette manière-là. Très intéressant. Du coup, aujourd'hui, vous utilisez quel type de technologie pour monter la solution? La question, c'est est-ce que c'est plus du back-end et du front-end ou est-ce que c'est les technologies, quelle blockchain on utilise? Plutôt sur la partie blockchain. Alors nous, on est blockchain agnostique, c'est-à-dire qu'on intègre un maximum de blockchain. Euh, Aujourd'hui, on a signé un partenariat avec NIR, donc on est rentré dans l'écosystème NIR. Donc notre priorité, c'est d'onboarder des projets de l'écosystème NIR. Une blockchain qui correspond tout à fait voilà à ce que nous on souhaite faire. Il y a énormément de projets intéressants sur l'écosystème, que ce soit des DAO, des communautés de NFT, des projets DeFi, etc. Pour une vision plus lointaine, future. Il va y avoir en se connectant sur Whip, donc on connecte notre wallet, notre MetaMask ou Wallet Connect, ce qu'on veut, et en sélectionnant la blockchain sur laquelle on veut travailler, ça charge un subworld, donc un métaverse, une carte correspondant à la blockchain sélectionnée, sur laquelle on va avoir tous les projets qui travaillent sur cette blockchain-là, et ça va permettre des interactions beaucoup plus rapides et sympa entre des projets qui travaillent sur le même blockchain, voilà, pour qu'ils puissent brainstormer ensemble, travailler ensemble et collaborer, quoi. Tu me disais du coup tout à l'heure que vous travaillez avec l'écosystème de NIR. Est-ce que tu peux nous donner des noms de projets qui aujourd'hui sont vos partenaires qui vous aident à justement à lancer le produit? C'est tout récent, mais on vient d'intégrer Arrose et Studio, qui est un studio qui est une galerie d'art à la base basée à Lisbonne, en banlieue de Lisbonne, qui aujourd'hui est également galeriste pour des projets NFT. On a Race Farms, qui est un projet agriculture verticale, et qui a intégré également NIR, puisqu'ils ont ils veulent fonctionner comme un DAO. Donc voilà, ça va du développement personnel à la permaculture, aux galeristes. Donc c'est ça qui est excitant aussi. Il y a une diversité des DAO qui fait qu'on travaille avec plein d'acteurs différents au quotidien. Tu pourrais nous dire Exactement. du coup au quotidien ce que tu fais. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es cofondateur. Je crois que tu as un rôle de CEO dans la structure. C'est quoi ton quotidien? Tu peux nous donner un peu de détails sur tes missions, ce qui t'anime et ce que tu fais. Alors moi du coup je suis CEO slash CFO de Whip. Donc il y a la partie CFO qui correspond à mon background institutionnel. Donc là je vais aider sur les forecasts financiers, sur la stratégie financière de Whip. Également comme tout DAF, je vais m'occuper de la partie ressources humaines vu qu'on recrute pas mal en ce moment, donc faire passer les entretiens, faire du sourcing, etc. Et après, il y a la partie plus CEO. Donc, on est en pleine levée de fonds en ce moment. Donc, je vais m'occuper des relations avec les investisseurs. C'est moi aussi qui suis en charge du business développement. Donc, contacter des nouveaux clients, faire le follow-up avec les clients qu'on a actuellement. Et après, toute la partie exposition à l'extérieur. Donc aussi bien être sur des salons, et il y en a pas mal en ce moment, manger des petits fours et serrer des mains que d'être sur ton podcast aujourd'hui. Qu'est-ce qui change le plus par rapport à ton ancienne vie et peut-être qu'est-ce qui aujourd'hui te demande le plus de sortir de ta zone de confort? Voilà, ce serait quoi le truc qui est le plus disruptif pour toi aujourd'hui et qui te challenge? C'est une bonne question. Je pense que, en tout cas, pour répondre à ta question, de ce qui me change le plus, c'est à quel point le Web3 est hiérarchie flat, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est-à-dire que c'est un monde de tech, c'est un monde de gens passionnés par le Web3, et c'est un monde où très vite, tu as accès à des interlocuteurs qui sont très très high level,
C'était déjà dans le cas dans mon métier quand j'étais chez Deloitte et EY où je parlais à des dirigeants d'entreprise. Mais c'est encore une échelle différente où là, par exemple, sur notre one pager et sur les documents pour nos investisseurs, on a des gens du board de Polygon qui nous ont aidés à une heure par semaine à créer de la doc pour les investisseurs, donc des one pagers, des Google Docs. Donc c'est hallucinant. On se demande où ces gens-là vont trouver du temps. Et puis plus récemment, avec l'écosystème Binance, j'ai pu rencontrer CZ, donc le, euh, le patron de Binance, et Hailey, la cofondatrice de Binance. Ils discutaient ensemble et ces gens-là, parce qu'ils veulent créer de l'adoption sur la blockchain et qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils n'hésitent pas même quand les projets sont assez embryonnaires comme le nôtre, à nous accorder du temps et ça, je pense que c'est le vrai game changer pour moi depuis que je travaille dans le Web 3 et c'est ce qui me plaît le plus. Et après, c'est sur la partie qu'est-ce qui est le plus challenging, je dirais que c'est moi j'ai un profil voilà j'ai fait des études en prépa d'ingénieur mais j'ai un profil quand même très business et c'est vrai que c'est un environnement qui évolue très vite et il faut se tenir vraiment informé des nouveautés qui peuvent apparaître. Moi, ça me passionne, donc j'y consacre beaucoup de temps. Heureusement, mes deux cofondateurs, ils ont un profil beaucoup plus tech et du coup, ils peuvent m'aider et me vulgariser ça par moment, mais c'est peut-être ça qui est le plus challengeant pour moi, effectivement. Merci pour ta réponse et pour ta transparence. Tu conseillerais quoi du coup à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Toi, tu as franchi le pas, on va dire, en début d'année. Ce serait quoi le truc que tu lui dirais pour lui dire, allez, vas-y, lance-toi, c'est le moment. Ouais, c'est vraiment LFG, comme on dit dans le milieu, let's fucking go. Genre, une super étape pour commencer pour moi, c'est il faut vraiment se dire que c'est et moi voilà j'ai travaillé en industrie en assurance et tout quand j'étais en conseil. C'est le seul milieu à ma connaissance qui t'offre un carnet d'adresses aussi rapidement et une proximité avec des cofondateurs. Donc pas hésiter à aller à des meet-up. Il y en a 1 milliard qui sont organisés notamment sur Paris pour les gens qui sont sur Paris ou Toulouse ou Bordeaux toutes les semaines. Aller à ces meet-up là, même si au début on va se dire mais voilà moi je suis juste investisseur à mes heures perdues sur Binance, qu'est-ce que j'irai faire là-bas. Les gens ils seront plus que ravis d'échanger avec vous. On parle de passionnés qui adorent transmettre et voir que les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Et donc voilà, aller à ces meet-up là, échanger avec les cofondateurs et très vite vous allez pouvoir vous faire un maximum de connexions dans le milieu et trouver un job parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le Web 3. C'est sur les salons ou Meetup qu'on trouve des jobs et donc voilà, let's go. Merci pour ces conseils, hein. Je les partage à 100%, même si on est dans un milieu parfois qui peut paraître virtuel, effectivement, rencontrer des gens dans la vraie vie, aller à des events, je pense que c'est un conseil qui est précieux. Tu dirais que c'est qui t'inspire le plus dans le secteur? Voilà, personne que tu écoutes, que tu lis régulièrement, voilà, c'est qui te fait rêver aujourd'hui? Tous les gens qui globalement build sur le Web 3, enfin, il y a énormément de gens que je suis sur Twitter ou autre. La personne qui sort globalement du lot, et ça fait un moment déjà, c'est SBF, Sam Bankman-Fried, donc le fondateur et CEO d'FTX. Sam, il a une mission. Il s'est porté d'une mission sur Terre, c'est d'avoir le plus d'impact positif sur la planète à sa mort. Et du coup, voilà, il a 30 ans aujourd'hui, il a 21 milliards de dollars et il fait ce qu'on appelle l'effective altruisme. Donc sa mission, c'est de donner sa fortune à des ONG qui ont le plus d'impact possible sur la planète et sur les problématiques donc climat, surpopulation que connaît la Terre actuellement. Et du coup, voilà, il a prévu de donner 90% de sa fortune. Et mes cofondateurs et moi, c'est quelque chose qu'on suit de près. On essaye de calquer ça, d'être effectif altruiste également. Donc on donne pas 90%, mais 10% de tout ce qu'on gagne à des ONG. Et c'est valable aussi pour les recettes via WIP. Et voilà, si ça intéresse du monde, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle GiveWell et qui recense
toutes les ONG qui ont le plus d'impact et qui sont les plus sérieuses à qui donner de l'argent. Donc voilà, c'est une cause que nous on partage à 100% et pour ça, Sam Bankman-Fried c'est effectivement un vrai modèle pour nous. Tu me donnes envie de le suivre. On partagera du coup son profil Twitter ou LinkedIn, ouais, voilà, dans le descriptif du podcast. Alors, j'imagine que forcément, tu vis à 200% ton projet et c'est celui-là aujourd'hui qui t'anime, bien entendu. Mais s'il y en a un autre que tu devais Yes. citer et sur lequel tu es bullish, ce serait lequel? Un projet que j'adore, qui correspond pas mal à ce que j'aime moi, et que je suis avec attention. C'est un tout petit projet, ça s'appelle Moshi DAO. Et Moshi DAO, leur mission c'est quoi? C'est d'aider les gens à atteindre des objectifs. Concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un a un objectif de perdre du poids, arrêter de fumer, méditer 1 heure par jour. Il rejoint ce DAO-là en tant que contributeur. Donc, il apporte de l'argent. Il peut se challenger. Il y a plusieurs fourchettes d'argent. Et en fait, il met de l'argent au pot commun du DAO pour financer le DAO. Et en échange, du coup, il y a un suivi avec tous les autres membres du DAO en fonction de son objectif. Et si jamais il atteint son objectif, il est incentivé et il récupère des récompenses monétaires quand il aura atteint son objectif. Donc je trouve l'initiative intelligente, super, et j'en fais moi-même partie. Et c'est un de nos partenaires d'ailleurs. Donc Moshi DAO, projet hyper intéressant et un super use case pour moi des DAO actuellement. Et après, sur quoi est-ce que je suis bullish? Moi, c'est tout ce qui est ZK Rollup, Optimistic Rollup, donc tous les layers 2, notamment Optimism et Arbitrum. C'est un bon moyen pour moi de réduire les coûts, les gas fees, et la vitesse et d'augmenter les vitesses de transaction sur la blockchain. Et donc, c'est des sujets que je fais avec attention. Merci pour ces différents partages. On arrive déjà à la dernière question. C'est passé super vite. J'ai pas vu passer le temps. Tu serais où dans 10 ans, là, tout de suite? Bon, alors, je sais que c'est une question qui est difficile, mais voilà. Ouais. Corentin, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se passer 1 milliard de choses. Dans un an, je sais que je serai à l'étranger. Vu que notre société, nous, on est aussi décentralisé. Donc, mes deux cofondateurs, il y en a un à Berlin, un à Londres, et après, au niveau de nos collaborateurs, on a des gens en Inde, en Corée du Sud, au Canada, un peu partout. Donc, je vais partir début d'année prochaine à l'étranger pour un an en digital nomade. Donc, retourner en Inde, qui est un pays qui me tient énormément à cœur, l'Indonésie, Vietnam, etc. Après ça, j'aimerais bien, toujours dans cette quête de comprendre, passionné de voyage et de comprendre comment fonctionnent les gens autour de moi, passer 2-3 ans dans une grande mégalopole, que ce soit Singapour ou Dubaï, qui ont des écosystèmes blockchain hyper intéressants. Et ensuite revenir en France parce que voilà, je suis bien dans mon pays. Même si j'ai une appétence énorme pour l'étranger, je suis très bien dans mon pays. On a la chance d'avoir l'assurance maladie ou les aides qu'on a. Donc pour les entrepreneurs, notamment du Web 3, on est pas mal en avance. Donc l'idée serait de retourner en France par la suite. Et puis voilà, me poser aussi. J'aurais 33 ans, 34 ans, donc me poser dans une ville secondaire sur la côte atlantique, toujours dans le Web 3, ça c'est sûr et certain. Si c'est chez Whip ou pas chez Whip, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je suis trop mordu aujourd'hui pour quitter ce milieu-là. Et voilà, j'espère que d'ici là, l'adoption de la blockchain aura bien évolué. Ce dont je suis sûr, c'est que la prochaine phase d'adoption pour la blockchain, c'est voilà de bancariser les 25% de la population mondiale qui sont pas bancarisés. Grâce à la blockchain, c'est facile à faire et en 2 clics. Il y a Elon qui a lancé Starlink, qui va permettre à toutes les régions du globe d'avoir accès à Internet. Donc il y a 80% de la population mondiale qui a accès à Internet aujourd'hui. J'allais dire seulement, mais c'est vrai parce que c'est quand même fou de se dire qu'en 2022, il y a 20% des gens qui n'ont pas Internet. Starlink, ça va permettre de passer à 100% et ensuite la blockchain va permettre de bancariser ces 25% de population qui sont pas bancarisées. Donc ça c'est top. Et ensuite, j'espère que les DAO ne seront applicables pas seulement aux entreprises blockchain native, mais également aux entreprises plus traditionnelles, aux banques. Moi, j'ai un oncle qui travaille dans une banque régionale et c'est des sujets qui sont déjà en train d'aborder aujourd'hui. Donc
Donc voilà, c'est un super modèle, les DAO, qui permet aux entreprises d'automatiser plein de choses. Et du coup, j'espère que ça va vraiment se propager comme moyen de construire une organisation et pourquoi pas aux ETI dans un futur encore plus lointain, du style Chanel ou les entreprises qui sont très familiales encore. Voilà pour ma vision de la blockchain. Écoute, il me reste à te remercier pour cet épisode. J'ai appris plein de trucs, j'ai plein de projets et plein de profils LinkedIn à aller regarder. Donc écoute, j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que tu as pris plaisir aussi à réaliser cet épisode. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, Romain. Effectivement, c'était super intéressant. Merci pour l'échange et voilà, on se tient au courant et à très vite. Avec grand plaisir, merci encore et puis bah, bonne chance à WIP et j'espère que vous serez couronné de succès. À très vite, Corentin, merci. Merci. À très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.